Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus vraiment très nombreux ce soir. Ça nous fait particulièrement plaisir de vous accueillir. Donc on est très heureux d'accueillir Monsieur Martin Aurel, qui est professeur d'histoire à l'université de Poitiers. Voilà, professeur d'histoire médiévale, spécialiste bien sûr de l'Empire plantagenet, mais aussi d'Aliénor. Il a consacré notamment plusieurs livres. Alors, Aliénor d'Aquitaine, paru au PUF, un Empire des Plantagenets chez Perrin Tempus, et puis très récemment, 10 idées reçues sur le Moyen-Âge. Voilà, donc une sorte de déconstruction finalement de certaines idées reçues, certains fantasmes sur le pseudo-obscurantisme notamment de cette période, voilà, que je vous conseille. Voilà, donc ce soir c'est sur la figure d'Aliénor d'Aquitaine et accessoirement sur l'Empire plantagenet forcément qui lui est lié, dont on va parler. On connaît tous les grandes lignes de ce personnage féminin hors norme, qui a vécu 80 ans, qui a été 2 fois reine, reine de France, reine d'Angleterre, qui a aussi eu comme fils Richard Cœur de Lion, Jean Santerre notamment, mais aussi bien d'autres personnages féminins ou masculins. Alors il y a aussi cette légende autour de ce personnage qui existe, hein. Peut-être que Martin Aurel en parlera, mais on sait certaines choses sur Aliénor d'Aquitaine, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous échappent du fait des sources. Certains romanciers et romancières ont essayé de combler ces trous parfois, d'où une légende qui est née autour de ce personnage quand même assez exceptionnel, mais aussi représentatif de son temps, finalement, représentatif de cette condition féminine aristocrate à l'époque médiévale dont on va vous parler ce soir. Voilà. Donc merci encore à Martin Aurel d'être venu ici et je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Bruno pour votre présentation, pour votre accueil à Pessac et merci à vous tous d'être si nombreux. Je suis très impressionné. Alors sur le plan technique, si vous me direz derrière les derniers rangs, si vous ne m'entendez pas, j'essaierai de me rapprocher davantage du micro. Alors Aliénor d'Aquitaine, on vient de le rappeler, 1124, donc ça tombe très bien, 900 bougies, 900 ans, 1204, une femme, une reine d'exception. Et quand on travaille sur un personnage qui a vécu il y a pratiquement un millénaire, évidemment, nous manquons terriblement d'éléments, de sources. Il est très difficile de cerner la psychologie de notre voisin, voire de personnes qui nous sont très chères et très proches. Il n'y a rien de plus détestable parfois que la psychanalyse de salon. Et évidemment, un personnage pour lequel nous savons, bon, j'allais dire peu de choses, mais malgré tout, Aliénor est bien renseignée en comparaison d'autres femmes de son temps. Mais il y a chez chacun la liberté qui est inopinée, qui est inattendue, qui nous fait prendre des décisions qui nous dépassent. Et les gens de ma génération qui ont été formés en tant qu'historiens dans l'école des annales, où seul le collectif, où seul le social est un véritable acteur, d'autant plus qu'il est rationalisable. On peut, quand on analyse des groupes et leurs interactions, très souvent tirer des lois plus ou moins générales. Bien sûr, l'individu nous échappe dans ce qu'il a de mystérieux, de profond. Et malgré tout, comme le rappelait Bruno tout à l'heure, il y a toute une légende noire qui s'est créée autour d'Aliénor. Il y a des jugements à l'emporte-pièce sur elle, hein. Je ne prends que quelques-uns de ces jugements. Quand je suis arrivé à Poitiers il y a une trentaine d'années comme professeur, ce qui m'a permis de m'enticher d'Aliénor, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Si j'étais resté en Catalogne ou en Provence, où j'ai commencé, eh bien, on me parlait toujours de Monsieur Labande, qui était le fondateur du centre de recherche où je travaillais à Poitiers, où je travaille à Poitiers. Et Monsieur Labande, en 1952, ce professeur de l'université, chartiste, écrit la première biographie scientifique systématique d'Aliénor. Mais de temps en temps, il a des sorties très surprenantes, hein. La désinvolture, la liberté d'allure, la mollesse, l'extravagance d'Aliénor. Et puis tout à coup, il dit « Ah, c'est peut-être parce qu'elle avait perdu sa mère, Aliénor de Châtellerault, trop jeune, et donc elle n'a pas été très bien cadrée. » Vous voyez, c'est le genre de choses qui nous semble très surprenant.
Mais ça remonte loin. Je ne prends que Augustin Thierry, qui avait écrit au début du 19e siècle une étude sur l'Angleterre normande et qui a été copiée, on dirait de nos jours que c'est du plagiat, mot pour mot par Jules Michelet. Nous avons des avenues, des rues de Jules Michelet partout. On pourrait discuter beaucoup de lui, mais enfin, tous les deux ont écrit qu'Aliénor était passionnée et vindicative comme une femme du Midi. Alors je suppose que la plupart parmi vous, les dames et les demoiselles de la salle, sont des méridionales, ce qui est un motif de fierté. Et je ne crois pas que vous soyez pas plus passionnée ou plus vindicative que des septentrionales. Donc vous voyez les poncifs qui peuvent coller à la peau d'Aliénor. Et là encore, ces poncifs sont dus au jacobinisme, sont dus à l'idée qu'il y a des reines qui ont fait la France et d'autres qui ont empêché de tourner la France en rond, a fortiori si elles se sont rapprochées des Anglais, voire à coquiner avec eux. Et Élie Berger, un homme qui a publié de façon très scientifique vers 1900 une partie des chartes de Philippe Auguste, qui a écrit, parce qu'il a écrit une biographie bien sûr sur l'antithèse d'Aliénor, pourtant sa grand-mère chérie, Blanche de Castille, eh bien, il considère que Aliénor est la plus méchante et la plus déconsidérée des femmes de notre histoire. Alors vous voyez, il faut faire un peu de ménage. Quand on commence à parler d'Aliénor, je n'ai pas parlé des romancières qui se sont occupées d'elle dernièrement. Certaines sont géniales. Hein. Bon, j'ai deux très bonnes amies, Clara Dupont-Mono et Marie-Noël Demey, dont j'adore les romans, mais je ne peux pas dire cela de toutes les romancières qui ont essayé de combler des trous en faisant de la dentelle autour. Mais c'est juste, puisque ce sont des romancières qui passent un contrat avec vous qui est de type fictionnel. C'est marqué sur la couverture, roman, alors qu'un historien ne peut pas se permettre, bien sûr, de tels écarts et de l'analyse de sources pour laisser libre place à son imagination. Il y a quelque chose, bien entendu, qui n'est pas solide ni sur le plan méthodologique, ni épistémologique, ni sur le plan de rien du tout. Alors, un historien, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je veux suivre tout simplement un plan chronologique, vous rappeler des choses que vous connaissez, vous en apprendre peut-être d'autres, et on commencera donc, en tant qu'historien, je ne suis pas juriste, je vais faire un plan en 3 parties. La jeunesse, la maturité, la vieillesse, ce n'est pas très original, mais vous verrez aussi que le plan a sa raison d'être, puisque il est significatif de ce groupe social des reines, des duchesses, des comtesses d'Occident au XIIe siècle, dont le pouvoir, par paliers successifs, par 3 paliers successifs probablement, connaît un increscendo augmente progressivement. Hein. Donc, première partie, sa jeunesse, 1124-1152, cette femme qui est duchesse d'Aquitaine et qui, par son mariage, à 13 ans, devient reine de France. Alors, donc, le cadre familial d'abord. Aliénor, c'est une Aquitaine. Pour une fois, nos dirigeants, nos technocrates, très souvent, qui ne connaissent pas l'histoire de la France, alors que c'est le pays qu'ils sont censés gouverner, eh bien, ils font les régions sans aucune conscience ou notion de la géographie historique, ce qui est la base de tout, me semble-t-il. Donc, pour une fois, ils ne se sont pas trop trompés quand même avec la Nouvelle-Aquitaine. Ça correspond à peu près au domaine des ducs d'Aquitaine depuis le milieu du XIe siècle, même si, bien entendu, ils nous ont piqué la Vendée, le Bas-Poitou. Mais bon, ça ne fait pas partie de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est une aberration, évidemment. Alors, le cadre familial, donc, cette femme est la fille du duc d'Aquitaine, Guillaume X, et d'Aénor d'Achêtelreau. Alors, déjà, elle est née dans un contexte qui est un peu, comment dire, scandaleux, qui sent le soufre, puisque sa grand-mère et son grand-père ont cohabité
c'est-à-dire sa grand-mère maternelle et son grand-père paternel. Hein. Guillaume IX, le troubadour, a pris pour maîtresse la grand-mère maternelle. Enfin bon, bref, si vous y voyez pas clair, un jour il faut, je vous ferai un tableau généalogique. Mais cette fille donc a pour grand-père Guillaume IX, qui est le premier troubadour, un homme donc qui a rejeté, répudié sa femme légitime, Philippa de Toulouse, pour cohabiter avec la vicomtesse de Châtellerault, dangereuse, de l'île Bouchard, et qui est aussi le premier troubadour connu, le premier qui a chanté en langue d'oc, mais qui a chanté aussi en langue vernaculaire l'amour, probablement, des poèmes qui ne reprennent plus la prosodie latine, mais des rimes. A-t-il appris cela au contact avec la littérature arabe qu'il a entendue à la cour des Oudites, de Banhoud à Saragosse, probablement? C'est un homme assez exceptionnel. Alors, nous ne connaissons de lui qu'une dizaine de chansons. Le problème de ces chansons, enfin, ce n'est pas un problème, c'est la surprise, l'ambiguïté ou le double jeu, c'est que, d'une part, cet homme est capable de composer des poèmes d'une obscénité, enfin, à faire rougir un bataillon de cavalerie que je n'oserais pas réciter ici. Et puis, d'autre part, donc, il est capable de chanter, et c'est son génie, c'est la fine amorce, c'est l'amour parfait. Il est capable donc de chanter une dame impossible à atteindre, éthérée. C'est l'amour romantique avant la lettre, bien sûr, à laquelle on accède par paliers successifs. Et cette distance, cet amour platonique vous permet aussi, pour l'approcher, de vous dépasser, d'apprendre la mesure, de maîtriser vos pulsions au profit d'un amour qui est beaucoup plus raffiné, qui permet de dépasser son aspect les plus charnels. Mais bien sûr, cet homme-là encore, et par sa vie, et par ses excommunications à répétition, et aussi par sa poésie, a une réputation exécrable qui retombera sur l'image de sa petite fille. Alors, Aliénor a connu son grand-père, qui s'est retiré dans un monastère près de Châtellerault. Donc, Aliénor, je crois qu'il meurt quand elle a 3-4 ans. Hein. Bon. Mais c'est rare qu'on connaisse son grand-père à l'époque. Mais la cour de cet homme est brillante. Hein. Il y a même des bardes qui viennent du pays de Galles, comme Bedri ap Cadifort, pour répandre la légende arthurienne auprès de Guillaume IX et de son fils Guillaume X. Alors, qu'est-ce qui se passe donc à la mort de Guillaume IX? Son père lui succède normalement. Aliénor, comme je vous le dis, perd sa mère assez jeune. Elle perd aussi son frère aîné, Guillaume Aigret. Elle n'a qu'une petite sœur, Pétronie. Et puis son père a fait le mauvais choix aussi sur le pape, puisque l'aristocratie romaine avait élu pour pape Anaclée II, qui descendait d'une grande famille nobiliaire de la ville éternelle, mais qui était au départ une famille de juifs convertis. Et puis Innocent II, qui était plutôt le candidat des autres évêques italiens ou français, finit par l'emporter, puisqu'il y avait deux papes, donc c'est ce qu'on appelle un schisme. Mais Guillaume X, le père d'Aliénor, a joué le mauvais cheval avec l'archevêque de Bordeaux de l'époque. Si je ne me trompe, c'est Gérard d'Angoulême ou Gérard de Blaye. Et c'est Geoffroy du Loriou qui est envoyé par le roi de France et par Innocent II et par Saint Bernard aussi, qui finit par s'imposer, qui deviendra à partir de 1130, enfin bref, à l'approche de 1137, de la mort de Guillaume X, donc il devient l'archevêque de Bordeaux. Ce qui fait que Guillaume X est dans le camp des perdants et il doit faire pénitence. Et à l'époque, on fait pénitence par un pèlerinage expiatoire, bien sûr,
la Terre Sainte ou Rome était peut-être trop loin. Il décide de partir pour Saint-Jacques de Compostelle et il meurt au cours de son voyage le vendredi saint, le même jour que la mort du Christ. 1137, il est enterré par Diego Gelmírez, l'évêque devenu archevêque de Saint-Jacques, au cœur de la cathédrale. Et donc, entre-temps, il a senti la maladie venir. Il a envoyé ses émissaires à Paris parce qu'il a très peur. Il a très peur que l'Aquitaine devienne ce qui est en train de devenir l'Angleterre, qui est en proie d'une guerre civile, parce que l'impératrice Mathilde, la seule fille légitime du roi Henri Ier, aurait dû prendre le trône, mais les hommes s'y sont opposés. Guillaume X a un frère, Raymond d'Antioche, mais Raymond est parti, donc Raymond de Poitiers, il s'appelle Raymond parce qu'il prévoyait récupérer l'héritage de sa mère, Philippa de Toulouse, mais ça n'a pas marché. Alphonse Jourdain est revenu de Terre Sainte pour reprendre Toulouse, et Philippa s'est retrouvée sans héritage, et son fils cadet aussi. Donc il est allé en Angleterre, Raymond, et c'est important, je vous parle un peu de lui parce que, vous le savez, il a un rôle très important dans le divorce, j'anticipe, ultérieur d'Aliénor. Et Raymond, donc, quelques mois avant la mort de son frère, Guillaume X, s'est retrouvé par les liens que la famille d'Angleterre entretient avec les Hauteville, les Normands qui ont réussi à s'installer en Sicile puis à Antioche. Eh bien, il épouse l'héritière, Constance, de la principauté d'Antioche. Il part pour la Terre Sainte. Donc, il n'y a pas d'héritier proche de Guillaume X, et la solution est de le donner à quelqu'un de fort et puis qui ait une légitimité en Aquitaine, même si là encore les rois de France ont traversé très peu la Loire depuis des décennies, depuis des siècles. Ils ont une certaine légitimité en tant que maître seigneur de la Francie occidentale, donc de ce qui deviendra un jour la France. Aliénor est une héritière. Mon maître Georges Duby disait « Le XIIe siècle est le siècle des héritières ». Regardez son patrimoine, en rose sur la carte, c'est impressionnant. Il y a le comté de Poitou, et les comtes de Poitou, par mariage au milieu du XIe siècle, ont réussi à récupérer au sud de la Saintonge ou de l'Aunis votre Aquitaine à vous, la Gascogne. Et ils sont maîtres aussi du Haut-Berry, et du Bas-Berry, mais le Haut-Berry le dispute avec les Capétiens. Ils sont maîtres aussi, ils reçoivent l'hommage du comte d'Auvergne, du vicomte de Limoges, donc c'est colossal, c'est le plus grand duché, et même, alors j'allais dire, c'est mieux qu'être roi de France. Non, parce que cette tache rouge face à la tache bleue que vous voyez dans la carte n'est pas tout à fait exacte, puisque le roi de France, malgré tout, a une supériorité féodale. Il reçoit l'hommage du duc d'Aquitaine, en théorie. Quoi qu'il en soit, donc, les conseillers de Guillaume X et du roi de France, à l'époque Louis VI le Gros, préparent ce mariage donc, entre le fils aîné, puisque l'aîné, au sens propre, a été tué à Paris, Philippe, le fils aîné de Louis VI, alors qu'un cochon passait devant son cheval qui s'est cabré et il s'est cassé la tête, lui donc s'est retrouvé héritier, et son père, Louis VI, et Guillaume X décident de ce mariage qui a lieu, vous le savez, à Saint-André, à votre cathédrale, et le 25 juillet, ce n'est pas un hasard, puisque le 25 juillet 1135, 25 juillet, c'est la date, c'est la Saint-Jacques, en plus ça tombe. Donc c'est donc là que était mort aussi Guillaume X. Donc c'est Geoffroy du Loriou qui procède au mariage. Je vous ai déjà parlé de lui, puisqu'il a obtenu la déposition du précédent archevêque à son profit, puisqu'il était partisan de Innocent II contre Anaclet.
et que Guillaume X avait dû se soumettre. Hein. Là encore, c'est une de ces scènes impressionnantes que raconte, je crois que c'est Geoffroy d'Auxerre, un des hagiographes de Saint-Bernard de Clairvaux, Bernard qui impose sa loi en Occident. Même le pape Eugène III, qui a été son novice à Clairvaux, lui dit on dit que le pape, ce n'est pas moi, c'est vous. Hein, il lui écrit cela. Donc Bernard est à Parthenay, au nord du Poitou, et il est en train de célébrer la messe. Il a une vision et il sait que quelque chose est en train de se passer sur le parvis de l'église. Il sort avec l'hostie et il trouve donc Guillaume X qui se jette à ses pieds et qui décide de se soumettre, de faire pénitence. Et donc il y aura la déposition de l'ancien évêque au profit de Geoffroy aussi. Alors donc Geoffroy du Loriou procède à ce mariage. Alors le mariage est intéressant parce que il permet bien sûr pour le roi de posséder désormais non seulement le corps de son épouse, mais son corps abstrait. C'est la théorie de 2 corps du roi, mais il y a aussi 2 corps de la reine, un corps physique qui meurt. Le roi est mort, vive le roi. La reine, c'est pareil. Et là aussi, un corps qui, par mariage, appartiendra à Louis VII. Mais il y a aussi le corps abstrait, qui est son duché, qui, lui, se transmet. Et le mariage et le couronnement ou l'intronisation de Louis VII et de la reine aussi, eh bien, tout cela se fait pour Aliénor en 3 temps. Il y a d'abord son sacre, son onction. Alors bon, on ne la connaît que par une source, donc l'onction avec non pas le Saint-Crème, puisqu'on n'est pas à Reims, mais avec l'huile des catéchumènes, hein, qui est inférieure, qui est juste bénie, qui n'est même pas consacrée par le presbytérium, par le clergé autour de l'évêque le jeudi saint. Eh bien, elle reçoit ce sacre malgré tout, les huiles qui lui sont posées sur le front, sur les articulations. Elle le reçoit probablement avant. En tout cas, on a une source qui est la chronique de Saint-Mexan, près de Poitiers, qui dit qu'elle a été sacrée avant son couronnement. Alors, mon collègue et grand ami Frédéric Boutoul, de l'Université de Bordeaux, il me dit non, mais c'est dans ces petits livres formidables qu'il a écrits sur le mariage d'Aliénor, c'est vrai que le moine de Saint-Mexan, il dit ils furent, au pluriel, il utilise eorum au lieu d'eius, donc il dit qu'ils ont été sacrés tous les deux, Louis VII et Aliénor, ce qui est absurde, puisque Louis VII avait déjà été sacré à Reims, y compris par le pape Innocent II, quelques années auparavant, par anticipation, avant de recevoir le trône. Bon, quoi qu'il en soit, je pense, malgré tout, parce que c'est ce qui arrive d'habitude en Occident à l'époque, au XIIe siècle, les reines sont d'abord sacrées. Ensuite, et là, il y a une source beaucoup plus sûre qui est celle de l'abbé Suger qui fait partie de l'expédition, je dis expédition, hein, parce que Louis VII est arrivé ici, à Bordeaux, avec une armée de 500 chevaliers. Ça peut vous paraître peu, mais à côté des chevaliers, il y a tous les sergents d'armes, il y a tous les piétons, des roturiers à cheval, de mercenaires, donc tout un cortège militaire qui l'accompagne. Et il a été très habile aussi, c'était Suger qui était le plus grand génie de l'époque, qui est le conseiller de Louis VI et puis de Louis VII, hein, c'est l'abbé de Saint-Denis qui a le premier eu l'idée de créer un chantier gothique. Donc il raconte tout cela dans ses mémoires ou dans son administration de son abbaye. Sans lui, on n'aurait jamais eu le gothique, même si le roman est formidable aussi. Bref, Suger, très habilement, comprend qu'en Aquitaine, il ne peut pas exiger de loger dans les châteaux, dans les palais de l'aristocratie locale, qui est très indépendante, tant qu'il n'a pas le titre de duc. Et Louis VII, donc, dort sous la tente. Bien sûr, ce sont des tentes superbes, hein, on est très bien logé quand on est roi. En plus, c'est l'été, donc c'est pas très désagréable. Mais il attend de posséder l'Aquitaine, de posséder sa femme, sa future femme. Donc, premier temps pour elle, le sacre. Ensuite, le couronnement. Et cette fois-ci, c'est Suger qui dit qu'au cours des noces à la cathédrale Saint-André, ce n'est pas... lui pose
le diadème royal sur la tête d'Aliénor. Alors certains ont dit, oui, mais c'est une couronne nuptiale. Non, j'ai fait une recherche très poussée sur les rites de mariage au XIIe siècle, et ce n'est nulle part, dans aucun pontifical, dans aucun livre qui explicite pour les évêques et les prêtres comment ils doivent procéder au mariage. Il n'est nulle part en Occident, bien sûr en Orient c'est différent, question de couronne nuptiale. Donc là c'est clair, Aliénor a reçu le sacre, l'onction d'abord, ensuite son mari ou le marié lui a passé la couronne, et puis il y aura bien sûr un troisième temps, c'est la consommation. La consommation du mariage, puisque le droit canonique prévoit à l'époque que l'échange de consentement ne suffit pas, mais qu'il faut que le couple donc fasse ce que font les mariés après les noces. Or, la consommation du mariage, ou en tout cas le moment où Aliénor et Lucette sont restés seuls, là encore, ça s'est passé en Saintonge. Il y a 2 lieux, soit au château de Taillebourg, soit à Saintes, cela dépend des sources, mais désormais, donc, ils sont légitimement mariés. Elle a 13 ans, hein, lui, il en a 14 ou 15, donc c'est encore un couple extrêmement jeune, ça peut paraître étrange, mais la majorité d'âge dans le droit canonique, le droit de l'Église de l'époque, c'est 12 ans pour les filles et 14 pour les garçons. Alors donc, Aliénor arrive à Paris avec son mari, enfin son mari l'a un peu précédé, au moment où, peu après avoir appris la nouvelle de la mort de Louis VI. Et Aliénor se retrouve donc reine de France. Alors, quelle est son influence sur son mari? À vrai dire, il faut attendre à ce qu'elle ait 17 ans pour trouver la première charte d'Aliénor. Je pense que c'est une donation de quelques droits à l'ordre du Temple, quelques droits sur la ville de La Rochelle, donc, mais probablement elle n'est pas intervenue beaucoup dans les affaires du royaume. Alors il y a malgré tout l'expédition contre Poitiers qui proclame une commune indépendante peu après le mariage, puis la destruction d'un château à côté de des Sables d'Olonne, oui, c'est le château de Talmont, Talmont-Saint-Hilaire, qui est rapporté par l'abbé Sugère dans ses chroniques, dans sa vie de Louis VII. Est-ce qu'Aliénor a-t-elle eu une influence informelle sur son mari pour le pousser à aller vers le sud, vers le Poitou, et puis vers Toulouse aussi, hein, pour réclamer, comme je vous l'ai dit, l'héritage qui revenait au Bordelais et au Poitevin, la ville de Toulouse, donc du fait du mariage de Guillaume IX et de Philippine, de Philippa. C'est probable, mais là encore, on n'en sait pas grand-chose. Hein. Aliénor n'a pas sans doute eu son mot à dire sur l'éviction de la belle-mère. Bien sûr, on pense à la belle-mère, tout de suite on pense que Aliénor doit être en conflit avec elle. Adélaïde de Maurienne, qui a eu, comme Aliénor aura, une dizaine d'enfants, qui est toujours la reine douairière. Finalement, elle est expulsée de la cour et puis elle se remarie. Donc, avec un sire de Montmorency, elle perd tous ses droits. Mais est-ce qu'Aliénor a eu son mot à dire? Je pense que non, que c'est plus, même Lucette, hein, c'est plus une querelle entre la belle-mère et l'abbé Suger qui veut contrôler de façon intelligente le pouvoir. Alors, des femmes entre elles, cette sociabilité féminine à la cour de Paris, on le voit aussi par l'affaire très connue de Pétronie. Bien sûr, Pétronie Alix, la sœur cadette d'Aliénor. Là encore, il y a des comparaisons. Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'époque? Ce qui se passe en Provence à l'époque, c'est que les Catalans, les comtes de Barcelone, depuis 1112, ont réussi par mariage à devenir comtes de Provence, mais il y a une cadette de Douce, l'aînée, qui, elle, épouse un seigneur d'une très grande famille, la famille de Beau, et qui réclame aussitôt les droits sur le comté de Provence. Vous voyez, ça peut arriver aussi. Si Pétronie n'est pas mariée à quelqu'un de Paris, si elle est mariée à un grand seigneur local d'ici ou du Poitou, les Lusignans, les Taillefer d'Angoulême, que sais-je, les Châtellerault même,
quoique là, ça serait un peu consanguin, un peu incestueux, son mari pourrait réclamer les droits sur l'Aquitaine. Et ça provoquerait une guerre. Donc il faut la marier, cette fille. Alors là encore, certains de mes collègues des années 1950, on n'oserait plus écrire cela, ont parlé de son coup de foudre pour Raoul de Vermandois, Raoul qui doit avoir une trentaine d'années de plus que lui. Raoul de Vermandois, qui a d'ailleurs, c'est un homme très fidèle à Louis VI et à Louis VII. Il a été éborgné dans sa jeunesse par un carreau d'arbalète en prenant un château au profit du seigneur de son seigneur, du roi de France. Eh bien, Raoul, donc, un mariage est stipulé entre Raoul et Pétronie, ce qui empêchera ces problèmes politiques dont je vous ai parlé, une querelle en Aquitaine. Et pas de chance, Raoul est déjà marié et il doit répudier sa femme pour consanguinité. Il organise un concile où l'on trouve des degrés de cousinage avec son épouse légitime. Pas de chance, là encore, le pape n'est pas dupe, puisque celui qui préside au concile est l'évêque de Noyon, qui est le frère de Raoul de Vermandois. Donc ça fait un peu désordre. Bref, Bernard s'en mêle aussi, Saint Bernard de Clairvaux, et ça provoque une guerre, puisque le comte de Champagne, Thibaut IV de Blois-Champagne, n'est pas content qu'on ait répudié sa nièce. Vous savez que c'est une société où les hommes se battent pour des femmes. Les femmes sont dépositaires de l'honneur, et le nom d'Aliénor, d'ailleurs, c'est l'honneur. C'est l'honneur au sens patrimonial, mais au sens aussi, bien sûr, symbolique que nous avons, la réputation de la famille. Donc le comte de Champagne doit se battre pour sa nièce. Ça provoque une guerre terrible, avec notamment cet épisode de Vitry, Vitry le Brûlé, ce village où les habitants se réfugient dans l'église prend feu, et Louis VII, bien sûr, responsable de cette atrocité, où ses troupes décident lui aussi de faire pénitence. Et il finit par se plier aux demandes, aux injonctions de Bernard et du pape Eugène III, dont je vous ai parlé, son novice, son disciple. Et ça tombe bien, puisque en 1147, il y a une nouvelle croisade. Une croisade qui concerne directement Raymond d'Antioche, Raymond de Poitiers, dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui se passait? La ville d'Édesse, au nord de la principauté d'Antioche, au nord du littoral palestinien. En fait, c'est du côté de la trouée d'Homs, ce qui permet de contrôler les mouvements des Turcs venus du nord, donc une sorte de glacis protecteur des principautés latines constituées lors de la première croisade, de zone tampon. En particulier pour la principauté d'Antioche, vient d'être conquise par Senji, par le maître de Saladin, qui est encore tout jeune. Saladin n'a que 10 ans, mais c'est lui qui lui transmettra son pouvoir. Donc les Turcs, désormais, sont très menaçants pour les États latins de Terre Sainte, pour le royaume de Jérusalem notamment. Et le pape donc prêche une croisade, la seconde croisade. On est trop fiers des succès de la première croisade, qui est incroyable, mais je ne peux pas vous en parler. Manque de temps. Et on pense que ça sera aussi facile. Et effectivement, à Vézelay, sous cette voûte romane superbe, Bernard prêche la croisade. Louis VII et Aliénor prononcent le vœu de s'y rendre. Et ensuite, le roi se rend à Saint-Denis, où il n'y a pas seulement les objets du sacre, les régalia, qu'on apporte pour les couronnements à Reims, mais il y a aussi l'oriflamme, la bannière qui doit mener les troupes à la victoire. Alors Aliénor se rend à la croisade. Ça a beaucoup scandalisé, puisque ce n'était pas normal qu'il y ait des femmes, à moins des... Bon, bien sûr, il y avait des cuisinières, il pouvait y avoir des blanchisseuses, des prostituées aussi, mais là, il y a un problème pour la croisade, qui en théorie est un pèlerinage expiatoire. Et puis aussi, sur le plan conjugal, votre épouse légitime, ça fait un peu désordre, puisque l'abstinence est de mise dans ce qui est un pèlerinage. Et il y aura un demi-siècle plus tard, un anticapétien, un Anglais
qui a très bien connu Aliénor, Guillaume de Neufborough. Non, enfin, je dis qu'il a très bien connu. Il a très bien connu de Rago sur Aliénor. Mais il vivait dans le fin fond du Yorkshire. C'est un homme extrêmement intelligent, qui a critiqué très fortement les pogroms qui ont eu lieu à la suite du couronnement de Richard en 1189. Mais il n'aime pas les femmes à la croisade. Voici ce qu'il écrit. Bien sûr, l'historiographie à l'époque est en latin, avec quelques exceptions en anglo-normand. Le français que les Normands et les Anglais de l'aristocratie parlent sur l'île. Et Guillaume parle d'une part de l'amour incontrôlé que Louis VII avait pour Aliénor. Il s'était épris de de la Venustas corporis sui, ou forme sui, je pense. La Vénusté, Vénus, la déesse de l'amour, la Vénusté, la beauté du corps d'Aliénor. Donc il y a quelque chose qui n'est pas, disons, qui est mal compris. Je vous ai parlé de l'amour courtois, mais je peux vous parler aussi de l'idée qui a cours dans l'Église que l'amour doit être d'abord quelque chose de consenti et qui est donc d'abord spirituel et ensuite charnel, même si les deux, bien sûr, pour le droit canonique, sont importants. Et puis ce sont des gens qui ont été formés, ces prêtres qui écrivent au XIIe siècle et qui tiennent le micro, comme moi je tiens le micro, ceux qui le tiennent et ceux qui nous disent ce qui s'est passé. Donc tout ce que nous connaissons, c'est au filtre de leur mentalité et il faut la connaître. Or, ce sont des gens qui sont fascinés par le stoïcisme qui est largement repris par la morale chrétienne des premiers temps, puisque c'est une philosophie naturelle qui convient parfaitement au christianisme. Mais le stoïcisme a des côtés très durs à l'égard des sentiments, y compris de l'amour conjugal. Et donc, ils sont un peu comme Sénèque qui dit « Quand tu embrasses ta mère, souviens-toi, elle est mortelle. Il ne faut pas se laisser aller à la passion. La passion, vous la subissez, vous ne la contrôlez pas. » Vous voyez ? Donc, c'est un peu ces discours. Et cette passion ne doit pas avoir lieu, même pas au sein du couple légitimement marié. Bon, c'est un discours qui, bien sûr, n'est pas partagé par tous les moines ou tous les clercs qui accordent une dimension importante à l'acte sexuel, conjugal. Mais ici, cet homme n'aime pas cette véhémence, cette puérilité de l'amour de Louis VII pour sa femme, qui l'oblige à l'amener avec lui à la croisade. En fait, c'est un non-sens. Pourquoi a-t-il amené sa femme à la croisade ? Parce qu'Aliénor, jusqu'alors, ne lui a donné qu'une seule fille, Marie. Elle a eu de fausses couches. Elle est allée... Bernard est intervenu auprès d'elle pour que cesse la guerre de Champagne, parce que lors de la consécration, tout est formidable à cette époque, tout est extrêmement cohérent. Et ces grands personnages, Suger, Bernard, Pierre le Vénérable, Pierre Abélard, ils sont tous là au milieu du XIIe siècle. Ils se connaissent, Hildegarde de Bingen, qui a envoyé une lettre. Donc c'est des génies. Le XIIe siècle est une période colossale et Aliénor est au milieu de tout cela. Et donc, au cours de la consécration de la nouvelle église abbatiale gothique, premier chantier gothique d'Occident de Saint-Denis, Bernard est présent. Bernard, c'est quelqu'un qui dit à tout le monde, tous ses moines, il ne faut surtout pas sortir du cloître, il faut rester enfermé, il faut prier, etc. Il a écrit de très belles prières et développé la dévotion mariale qui, au fond, servira beaucoup la condition féminine, que l'on le veuille ou pas, en Occident. Mais Bernard, donc, est partout, et donc il est bien sûr à cette grande fête de la consécration de Saint-Denis. Et il rencontre Aliénor qui vient le voir et qui lui dit, on est en 1144, eh bien, je n'ai eu que de fausses couches, je pense que je ne pourrai jamais plus avoir d'enfants, et c'est catastrophique, puisque s'il n'y a pas d'héritier, il n'y aura que des guerres civiles, il n'y aura que des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors Bernard lui dit, et c'est très intéressant, d'abord, arrange-toi pour que la guerre contre le comte de Champagne s'arrête. Et ensuite, si tu réussis cela, tu seras enceinte. Bon, effectivement, elle réussit à ce que la guerre s'arrête. Ce qui est intéressant, c'est un pouvoir informel de la femme, pas institutionnel, mais elle a son mot à dire auprès de son mari, peut-être au creux de l'oreiller, peut-être dans l'intimité, mais
elle influence. Et c'est cela le pouvoir des femmes aussi. Et non plus, comme par le passé ou comme dans certaines civilisations, un pouvoir institutionnalisé. Deuxième chose, un jour, lui voit Bernard et dit « Bon, j'ai fait ce que tu m'avais dit par la médiation de ma femme, mais j'ai toujours pas d'enfant. Bon, je vais prier. » Mais enfin, en fait, il n'a pas prié assez fort, puisque c'est Marie qui est venue au monde, et ce n'est pas un garçon. Donc, alors Marie, c'est significatif. Bien sûr, le nomastique nous parle de cette dévotion mariale promue par les cisterciens en général et par Bernard en particulier, que nous venons de voir. Alors donc, pourquoi Lucette amène son épouse à la croisade? Tout simplement parce qu'il veut se donner une descendance et qu'il y a une chance sur 3, comme cela arrive aux croisés, de rester sur place, d'être tué. Donc, mais ce n'est pas de cette oreille que l'entendent beaucoup de gens, beaucoup de prêtres du temps. Voici ce qu'écrit Guillaume de Nieuwbourg avec des jeux de mots latins un peu vaseux. Les camps sont appelés castra, donc quand vous avez étudié le latin, quand vous étiez petit, si vous avez eu cette chance inouïe, les jeunes ne savent plus le latin, c'est terrifiant, en fac d'histoire aussi, donc castra, castrorum, voilà, il y a des mots féminins, pluriels, pardon, du neutre pluriel que nous traduisons au singulier, donc castra, castrorum, ça veut dire les camps, ou le camp au singulier. Les camps sont appelés castra, à cause de leur castration, castratio, de la luxure. Or, les nôtres n'étaient justement pas chastes, casta, vous voyez, castra, castratio, casta, alors que beaucoup, par une licence déplorable, essuyaient la débauche de tous leurs porcs, donc ils ne pouvaient pas passer de femmes, et ça a été une catastrophe. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de la croisade, mais ça tombe. C'est surtout, il y a 2 facteurs qui font que c'est un fiasco. D'une part, les relations très tendues avec les Byzantins, les seuls qui s'entendent avec les Byzantins parmi les Latins de Terre Sainte. C'est-à-dire que les croisés de la première croisade prêtent hommage à Alexis Comnène, à l'empereur de Byzance, et lui disent « Oui, on va récupérer la Palestine et la Syrie et on va tout te rendre. » Mais après, ils disent il nous a abandonnés, il ne nous a pas envoyé des troupes, on s'est débrouillé tout seul pour prendre Jérusalem, Antioche, Tripoli et compagnie, donc Édesse. Et puis il y a les Arméniens aussi qui marient les filles de la noblesse aux croisés latins, donc qui créent un royaume indépendant de l'empereur de Byzance. Donc ils ont fondé leurs propres États et les Comnènes, les empereurs de Byzance, c'est sûr qu'ils ont pris ça très très mal. Donc ils jouent un peu le double jeu avec les Turcs et avec les Latins en fonction de leurs intérêts. Le seul avec qui Manuel Comnène s'entend alors, autour de 1140, c'est avec Raymond d'Antioche, parce que Raymond d'Antioche a des territoires proches des processions en Anatolie des Byzantins. Bref, il a intérêt à s'entendre avec eux. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que les Turcs ont appris à lutter contre les croisés, en particulier à se doter des armures beaucoup plus sophistiquées, qui les protègent beaucoup mieux. Bref, donc il y aura d'abord la défaite au cœur de l'Anatolie, où les Français sont très mal ravitaillés, le mont Cadmos, et ensuite les rescapés de cette défaite se retrouvent à Antioche, où Raymond dit, formidable, la troupe qui arrive, elle va accomplir le but de la croisade, pour laquelle Eugène III a proclamé, a même rédigé une bulle, c'est reprendre Édesse. Et si vous prenez les troubadours, le trouvère de l'époque, ils ne vous parlent que d'Édesse. Enfin, eux, ils disent Roès, parce que c'est le mot en ancien français. Mais c'est le but de l'expédition. Mais tout à coup, Louis VII n'est pas d'accord et il veut attaquer Damas, ce qui est une grosse erreur tactique, puisqu'en principe, Damas est une ville arabe, pas turque, et assez proche des Latins, finalement. Aliénor, elle, prend position dans un débat qui est d'ordre stratégique, qui est d'ordre politique, ce qu'une femme ne peut pas faire à l'époque. Elle intervient dans le conseil de guerre, elle prend le parti de son oncle paternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Quand vous prenez les sources les plus proches de l'événement, peut-être il y a eu du marivaudage, peut-être ils ont fait comme un neveu
comme une nièce et un oncle ont un rapport de familiarité amical, mais ça n'est pas allé plus loin. Enfin, peut-être je suis tellement entiché d'Aliénor que je défendrai sa réputation, quoi qu'il en coûte, mais j'ai quand même lu à fond les sources. Et le seul qui nous renseigne sur l'affaire d'Antioche, c'est Jean de Salisbury, qui a connu les protagonistes de l'événement, qui en voulait à mort à Aliénor, qui avait toutes les raisons d'en vouloir, parce que c'est un ennemi déclaré d'Henri II, c'est l'éminence grise de Thomas Becket. Et pourtant, ce qu'il écrit peu après la croisade ne met pas en cause la fidélité d'Aliénor. Bref, donc le couple, ça tourne au vinaigre pour des raisons politico-militaires, et c'est là qu'ils décident de se séparer. Alors, le pape Eugène III ne veut pas entendre parler de divorce. Quand Louis VII et Aliénor passent chez lui à Frascati, à Tusculum, à l'époque on disait, dans les châteaux romains maintenant, eh bien, il les oblige, d'une part, à ne plus parler de divorce pour consanguinité, parce que Louis VII se fait du mauvais sang, et donc il décide qu'il est consanguin de sa femme. Il le savait, tout le monde savait qu'on est marié dans ces familles avant le 7e degré du compute germanique, du compute canonique germanique. C'est impossible, ça vous fait 2000 parentes que vous ne pouvez pas épouser. Le milieu est très restreint, très fermé. Et puis ces gens connaissent par cœur leur généalogie. Donc au moment de se marier, ils ont fermé les yeux. Ils savaient très bien qu'ils étaient cousins. Mais Eugène III ne réussit pas, même s'il arrange très bien la chambre. Jean de Salisbury, notre source la plus précise sur ces événements, dit qu'il a même fait attention à la literie, à la décoration de la chambre. Il les a obligés à dormir ensemble. Alors, est-ce que c'est à la suite de ces nuits qu'est née, nous ne le savons pas, la deuxième fille de Louis VII et Aliénor, Alix, peu importe. Quoi qu'il en soit, ça finira très mal. Ça finira d'abord par un combat au sud de la Loire, dans le Saumurois, du côté de le château de Montreuil-Bellay, qui est assiégé par Geoffroy le Bel, comte d'Anjou, et par son fils, Henri. Louis VII et Aliénor décident de négocier avec eux. Louis VII attaque d'abord la Normandie, puisque Geoffroy le Bel est le mari d'une femme dont je vous ai parlé, l'impératrice Mathilde, qui n'a jamais pu hériter de l'Angleterre, mais qui a conservé malgré tout l'Angleterre, la seule fille légitime d'Henri Ier d'Angleterre. Vous voyez, tout ça, c'est très lié. Et Geoffroy décide donc de négocier avec Louis VII, Geoffroy le Bel. Il part à Paris avec son fils Henri pour qu'il lui rende l'hommage et pour qu'il le reconnaisse en tant que duc d'Aquitaine et en tant que comte d'Anjou à sa mort. Et effectivement, c'est la première fois où Henri, le jeune Henri, échange un regard avec Aliénor. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est vrai que c'est très étonnant comment ces deux-là se sont mariés juste 15 jours après le divorce. Vous voyez, c'est quand même... ils avaient dû échanger du courrier. Bref, ou quelque chose, se dire quelque chose au cours de leur rencontre. Donc, Henri... Alors, au retour de Paris, vers la Loire, vers l'Anjou, Geoffroy prend un bain, non pas dans la Loire, mais dans le Loir, hydrocution, il meurt, et Henri se retrouve donc duc de Normandie et comte d'Anjou et du Maine. Entre-temps, le 21 mars 1152, le concile de Beaugency, qui décrète que Louis VII et Aliénor ne sont pas mariés. D'ailleurs, qui préside ce concile? Comme par hasard, c'est le archevêque de Bordeaux, le même Geoffroy du Loriou, qui, une quinzaine d'années auparavant, avait marié Aliénor et Louis VII. Donc, vous voyez, le monde est petit. Ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'Aliénor ne garde pas la tutelle de ses filles. De nos jours, un juge, en principe, quand il y a un divorce, il tend à favoriser la mère, ce qui me semble assez normal. Ici, ce n'est pas du tout le cas. C'est le père qui garde ses deux filles pour en faire des éléments, des pions dans sa stratégie. Et donc, Marie a 7 ans, Alix a 18 mois. Vous vous souvenez du tubo 4 de Champagne qui avait été à l'origine de la guerre contre Louis VII? Là encore, on est dans le même monde.
Thibaut IV a 2 fils, enfin plusieurs fils, mais surtout les deux, les premiers qui comptent. Le premier, Henri le Libéral, devient comte de Champagne, et le deuxième, Étienne de... Non, c'est pas Étienne, bon, ça va me revenir, désolé. Donc le comte de Blois, je crois que c'est peut-être Étienne, oui, qui épouse la deuxième fille, Alix. Bon, Alix n'a que 18 mois, et en plus le comte de Blois, un titre, le comte de Blois en titre fait quelque chose d'extraordinaire. Aliénor revient de Beaugency, et sur le chemin, c'est très bien raconté par un chanoine contemporain de l'époque, enfin de Tours. D'abord, elle dort à Blois avec son petit cortège. Elle part vers Poitiers, sa ville naturelle. Hein. C'est aussi un anglo-normand qui utilise ces mots pour dire qu'Aliénor, désolé de vous décevoir, parce que je sais qu'il y a eu une tentative de la faire naître près d'Arcachon, j'ai oublié le nom du village, mais ça ne marche pas, puisque Vasse, qui a connu Aliénor, vous dit que Aliénor retourna après Beaugency vers sa ville naturelle, et naturelle en ancien français veut dire sa ville de naissance, un nascior en latin, naturalis, c'est le lieu où l'on est né. Et donc, à ce retour, il y a 2 tentatives de rapt, puisque qui a Aliénor à l'Aquitaine. D'une part, le frère d'Henri, le frère cadet, Geoffroy, à Port-de-Pile, à l'approche il faut traverser la Vienne à Port-de-Pile, et elle s'enfuit. Mais avant, elle avait dormi à Blois, et elle a dû s'enfuir la nuit parce que Étienne avait des vues sur elle. Alors il devra se contenter, il faudra qu'il attende un peu quand même, avec sa fille cadette. Bref, donc dépassé, divorcé, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Aliénor n'a pas eu d'enfant, de garçon? Pourquoi c'est un mariage qui a donné si peu? Je ne sais pas, je n'étais pas là dans leur chambre à coucher, je ne suis pas voyeur, mais ce que je peux vous dire, c'est que un de mes collègues américains a écrit que, en fait, Louis VII a appliqué au pied de la lettre le conseil de certains ecclésiastiques qui disaient qu'il ne fallait pas avoir des rapports conjugaux à certaines périodes, l'Avent, le Carême, le samedi, etc. Et qu'il appliquait ça si strictement. Bon, moi, ça m'étonne beaucoup. Et l'argument qu'ils utilisent, les gens, c'est que Guillaume de Nieuwbourg met sur les lèvres d'Aliénor cette phrase célèbre, ce n'est pas un roi que j'épousais, mais un moine. Alors bien sûr, nous, historiens du XXe, XXIe siècle, qui sommes un peu obsédés sur les bords à cause de notre société, de milieu où nous évoluons, on s'est dit, oui, ça veut dire que il n'était pas à la hauteur sur le plan conjugal, etc., qu'il n'avait pas trop souvent de relations avec elle, mais c'est pas du tout. Il y a une collègue américaine, Karen Sullivan, qui vient de sortir une biographie qui n'est pas encore traduite d'Aliénor, et elle a lu le contexte les passages de Guillaume de Nieuwbourg. Elle dit cela quand elle est fâchée contre son mari parce qu'il ne veut pas faire la guerre pour reprendre Édesse, Antioche. Elle dit cela pour dire, mais mon mari est un moine, c'est-à-dire il ne sait pas porter d'armes. C'est un mauvais guerrier, c'est un mauvais combattant. Vous voyez, c'est un contexte tout à fait différent. Bref, et là encore, il y aura bien sûr de la part de beaucoup de mauvaises langues, en particulier si elles sont acquises à la cause capétienne contre les Plantagenets, il y aura l'idée qu'elle avait eu cette aventure charnelle avec son oncle Antioche, et puis aussi l'idée, là c'est 2 Anglais mais qui sont un peu amers, et puis qui adorent raconter des ragots de cour, hein, qui sont Gauthier Mappe, enfin je dis, non, c'est pas un Anglais, c'est un Gallois, Gauthier Mappe, et Giraud de Barry, qui est un anglo-normand installé au Pays de Galles, et qui raconte que, c'était le film que vous avez vu tout à l'heure, hein, puisqu'à un moment, Geoffroy, Catherine Hepburn, dit à Peter O'Toole, insinue qu'elle a couché avec son père avant de l'épouser. Voilà, tout ça, apparaît à la fin du XIIe siècle sous la plume de ces mauvaises langues, l'inceste du 2e type. Là encore, mon maître vénéré, j'assistais à son séminaire au Collège de France, Georges Duby, mais en même temps que lui, il y avait Françoise l'héritier qui enseignait, et à côté, dans la salle d'à côté,
et qui écrivait un livre sur l'inceste du deuxième type, hein, un père et son fils qui possèdent la même femme. Voilà. Et donc, Georges Duby, quand il écrit Dame du XIIe siècle, il a ce modèle en tête anthropologique, puis c'est la grande mode de l'anthropologie qui nous a beaucoup apporté sur le plan de l'étude de la parenté. Donc, même Georges Duby est tombé dans le panneau. Mais un historien médiéviste aussi génial que Jacques Le Goff, de la même génération que Georges Duby, il a accordé une interview à l'Express où il a dit textuellement, Aliénor était une garce, elle profita de la croisade pour tromper son mari Louis VII. Et il utilise le qualificatif de garce. Vous voyez, même nous, historiens, il faut qu'on soit très prudents et qu'on n'avance que ce qui est dans la documentation et qu'on critique nos sources, puisque ces sources mêmes disent, un siècle après, qu'Aliénor avait eu une aventure avec Saladin. Pas de chance, Saladin avait 7 ans à l'époque, donc c'était un peu précoce. Donc vous voyez quand elle était en Terre Sainte. Alors, deuxième partie, la maturité. Et on m'a dit que je ne devais parler qu'à 1h15, mais bon, je vais aller beaucoup plus vite, hein, parce que, après tout, Louis VII, c'est très lié à Bordeaux, puisque le mariage s'est passé ici. La maturité d'Aliénor, reine d'Angleterre, mère et mécène. Voilà. Donc, je vous ai parlé de son retour accidenté. Et encore un accident, puisque un des fils de Étienne de Blois, un autre Étienne de Blois, qui est devenu le seigneur le roi d'Angleterre au détriment de l'héritière légitime de l'impératrice, perd son fils et se rapproche, après 30 ans de guerre civile, de Henri Plantagenet, l'héritier du comté d'Anjou, du comté d'Anjou et de la Normandie, et il décide donc de lui transmettre la cour, en faire son fils adoptif, ce qui fait qu'à sa mort, le 19 décembre 1154, Henri II devient roi d'Angleterre et Aliénor est elle aussi couronnée à Westminster. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, ceux qui tiennent la plume, ce sont des hommes. Et c'est une société, bien sûr, où les femmes comptent très peu. Il y a 7 chroniqueurs qui parlent du couronnement d'Henri II à Westminster. Il n'y en a qu'un seul, Gervais, moine de Canterbury, à Christchurch, qui dit qu'Aliénor a été aussi couronnée pour l'occasion. Elle était enceinte de son premier fils, Guillaume. Alors bien sûr, vous connaissez cette carte, c'est l'Empire Plantagenet. Alors empire, ce n'est pas tout à fait le bon mot, puisqu'il n'y a qu'un empire à l'époque, l'Empire romain germanique et puis l'Empire d'Orient, bien sûr. Mais tout à coup, en tant que roi d'Angleterre, il se retrouve aussi seigneur par la conquête des Normands du sud du pays de Galles. 1172, ce qui pouvait arriver de pire aux Irlandais. Strongbow traverse la mer d'Irlande. J'avais osé dire à un ami irlandais le canal de Saint-Georges, la mer de... Il m'a dit, mais de Saint-Georges, mais c'est pas possible, comment tu peux dire ça? C'est la mer de l'Irlande ou la mer Celtique. Cette carte est bien. Donc, il conquiert le Leinster, il conquiert l'est de l'Irlande, et puis progressivement, bien sûr, il s'impose sur les autres rois de l'Irlande. Et puis l'Écosse aussi sera soumise par hommage, hein, tout comme les roitelets irlandais sont soumis par hommage ou par serment au roi d'Angleterre. Et puis quand vous prenez l'ouest de la France, il y a l'Aquitaine, la Grande Aquitaine, mais il y a aussi l'Anjou, le Maine et la Normandie, et la Bretagne par mariage de Geoffroy, un des fils d'Aliénor et de Louis VII, avec Constance de Porway, avec l'héritière. Alors Aliénor, soi-disant stérile, elle donne jusqu'à 9 enfants, trop d'enfants finalement, parce que ça sera le début de querelles intestines sans fin. 6 garçons, Guillaume et un anonyme, tous les deux morts en bas âge, Henri le Jeune, Richard Cœur de Lion, Geoffroy de Bretagne par mariage et Jean le dernier qui au départ n'a pas de terre. Et puis 3 filles exceptionnelles, hein, toutes les 3. Mathilde qui épouse Henri le Lion, le duc de Saxe et de Bavière, Aliénor qui devient, par un contrat qui a été passé ici à Bordeaux, l'épouse d'Alphonse VIII de Castille. Hein. Aliénor s'est occupée de l'acte de mariage vers 1170, de l'acte qui stipule le douaire de sa fille homonyme, qui est un acte, comme les Castillans préservent très mal les documents, nous les Catalans,
on est 10 fois plus fort et on a tout à Barcelone. Donc c'est un acte qu'on a par copie, non pas dans des archives castillanes à Madrid ou quelque part comme ça, mais dans les archives de la couronne d'Aragon à Barcelone. Et puis ensuite, qu'y a-t-il? Jeanne, qui est formidable aussi, je pourrais parler pendant des heures, cette femme qui se retrouve épouse d'un Haute-Ville aussi, du roi de Sicile, et puis ensuite qui partira en Terre Sainte avec son frère Richard Cœur de Lion à la 3e croisade. Et son frère a eu l'idée qui lui a pas beaucoup plu, parce que c'était une forte femme qui n'a pas accepté, de, remarquez, ça aurait fait quelque chose d'intéressant, de la marier à Aladil, au frère de Saladin, et de créer une Palestine chrétienne et musulmane en même temps, qui appartiendrait donc à ce couple. Bon, mais elle n'a pas voulu, se retrouver dans le harem d'Aladil. Donc elle est revenue, mais ça ne s'est pas très bien passé avec son dernier mari, avec son second mari, Raymond VI de Toulouse, puisqu'elle l'a aidé à se battre contre les premiers cathares, et elle a dû s'enfuir, mais elle était enceinte. Elle est allée chercher du secours du côté de Niort, et elle pensait que Richard pourrait l'aider, mais pas de chance, Richard venait de mourir à Chalut, et elle est morte de césarienne. Voilà. Alors, Aliénor s'était occupée de ses enfants. Ce qui est formidable quand on fait de l'histoire anglaise, c'est qu'on a la comptabilité, les Pybroths, qui sont d'une précocité extraordinaire. Hein. C'est des gens qui savent administrer, les Anglais. Entre autres choses parce qu'ils ont dû verser le Danegeld, le tribut, aux Vikings depuis des siècles. Ils savent établir une assiette fiscale, ils savent tenir des comptes. Toutes les dépenses de la cour sont consignées. Et on a les soldes qu'on paie aux nourrices d'Aliénor. Hein. Donc on connaît leur nom, Audierne, Agathe, Audierne d'ailleurs qui est la mère d'Alexandre Neckam, un grand intellectuel dont Richard, son frère de lait, a subventionné les travaux. Donc il y a des nourrices qui s'occupent des enfants. Il y a aussi des enfants qui sont mis en pension à Fontevraud, dans le monastère de la dynastie aquitaine, enfin, et puis angevine surtout, Jean et Jeanne, qui ont le nom des patrons de Fontevraud, ce monastère double. Il y a aussi des grands personnages comme Thomas Becket ou Guillaume le Maréchal qui deviennent leurs précepteurs. Mais là encore, il y a eu des collègues qui ont écrit que Aliénor a traumatisé ses enfants, et c'est vrai que si vous venez de voir ce film, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a un rapport un peu bizarre avec Anthony Hopkins, avec Jean Santerre, etc. Donc c'est sûr qu'à Aliénor, on a dit, bah oui, c'était une mère absente, donc ça a été terrible pour eux, etc. Mais là encore, il n'y a aucun fondement, et comme je vous ai dit, le psychologisme facile n'a aucune prise. Au contraire, on a très souvent dans la comptabilité des mentions des voyages qu'elle fait avec tous ses enfants en bas âge. Et ils traversent ensemble dans la Sneka, dans le grand navire rapide qui permet de faire en 7 ou 8 heures le trajet entre Visante et Barfleur et Portsmouth. Elle amène ses enfants avec elle. Hein. Et puis elle a revu ses filles, en particulier Mathilde de Saxe et de Bavière. Probablement Aliénor a été représentée ici, dans le frontispice, avec l'impératrice Mathilde et avec Henri Ier. Mathilde, donc, qui se fait couronner par Dieu avec son mari, Henri, qui a des prétentions à la couronne impériale. Et Mathilde, effectivement, un de leurs enfants, Othon IV, deviendra empereur. Hein. C'est la vengeance de la famille de Brunswick sur les Hohenstaufen. Or, Henri et sa femme et leurs enfants ont été exilés à la cour d'Angleterre par Frédéric Barberousse, avec lequel il était en conflit. Et là encore, Aliénor a vu non seulement revu sa fille, que probablement elle pensait ne plus jamais revoir, mais l'a vu aussi naître Guillaume de Lunebourg à Westminster. Hein. Elle était là quand il est... Et une de ses petites filles, une autre Mathilde, a épousé le comte du Perche, et Aliénor a pu connaître ses arrière-petits-enfants, ce qui est incroyable. Je vous ai dit que c'était une femme d'exception.
je pense que c'est un cas unique dans l'histoire médiévale, ou pratiquement. En tout cas, les gens de notre génération n'ont pas connu les arrière-grands-parents. Maintenant, mes étudiants connaissent presque tous leurs arrière-grands-parents. Imaginez-vous au Moyen-Âge. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, Aliénor fait beaucoup de politique. Quand son mari est en France, elle s'occupe de l'Angleterre. Et elle continue aussi de promouvoir la conquête de Toulouse, 1159, une grande campagne qui échoue malheureusement. C'est l'époque où Richard Cœur de Lion est fiancé à la fille de Raymond Béranger IV, comte de Barcelone, puisque les Catalans sont là pour assiéger Toulouse. Il y a aussi le roi d'Écosse qui est venu. Enfin, c'est une grande campagne, mais ça n'a rien donné, parce que le roi de France, Louis VII, dont la sœur Constance avait épousé le comte de Toulouse, est allé à Toulouse, et Henri II, respectueux, n'a pas voulu attaquer la ville de son seigneur auquel il avait prêté l'hommage. Thomas Becket, qui est un Normand de pure souche et qui était aussi à la tête d'une troupe, lui voulait qu'on fonce dans le tas, qu'on prenne Toulouse, mais parce qu'il n'avait pas cette mentalité angevine de respect pour Paris, pour le roi de France. Alors, grosse erreur, enfin j'en sais rien, le couronnement d'Henri le Jeune, par anticipation, le fils aîné du roi, le roi qui le sert, ça a été très mal vu, ce renversement de rôle. Vous voyez dans cette miniature sur la vie de Becket, Henri le Jeune, donc qui est servi à droite par son père, ce qui est une aberration, bien sûr. Et Becket qui était exilé, puisque vous savez que Thomas Becket, c'était le chancelier, c'était le bras droit d'une dizaine d'années, l'aîné de Henri II, tout comme Aliénor d'ailleurs. Et Becket, dès lors qu'il est ordonné archevêque de Canterbury, et il a décidé avec son seigneur le roi de s'efforcer à soumettre l'Église d'Angleterre, dont il sera le primat, à la royauté, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Alors, bon, moi, je ne vois pas d'autre explication qu'autre mot que la conversion. Cet homme qui n'était pas ordonné prêtre, juste qui avait reçu les ordres mineurs, il reçoit la prêtrise, il reçoit l'ordination épiscopale et il prend conscience de l'importance de sa charge et c'est un caractère extrêmement fort. Il se bat désormais pour les libertés de l'Église de l'Angleterre. Ça finira par le massacre du 29 décembre 1170, le crime de la cathédrale. Bon, je n'ai pas le temps de vous parler du patronage littéraire d'Aliénor, qui est aussi, bon, là encore, il faut travailler avec des nuances par rapport aux manuscrits, par rapport aux dédicaces, je ne peux pas développer. Patronage aussi de la cathédrale de Poitiers, avec le gothique angevin ou Plantagenet, où elle a donné, en tout cas, on le voit dans le vitrail de la crucifixion de Saint-Pierre, elle a donné donc le vitrail, on la voit ici en position de donatrice avec son mari. Et puis c'est la grande révolte de 1173, où Aliénor aliéna ses fils à Henri. C'est pas moi qui ai inventé le jeu de mots, mais Robert de Torigny, l'abbé du Mont-Saint-Michel, et Aliénor donc se retrouve prisonnière, captive. Enfin, c'est quand même... Henri II est quand même grand seigneur. Elle aussi, c'est une grande dame. C'est des gens qui sont profondément chrétiens, qui savent pardonner. Et elle a pardonné son mari au point de le faire enterrer à Fontevraud, où elle se retirait la fin de ses jours pour veiller sur lui, pour prier pour le salut de son âme. Quant à lui, il a pardonné après avoir écrasé tous les fauteurs de la révolte, à commencer par ses fils. Il les a remis dans leur fief au bout de quelques mois. Et Aliénor, ce n'est pas une captivité terrible. C'est quelqu'un qui tient son train de vie. On a là encore le prix de ses robes. Souvent, c'est le prix des revenus annuels d'un fief de chevalier en Angleterre. C'est des choses colossales. Elle tient un train de vie. Elle a une cour autour d'elle. Elle peut s'occuper, comme je vous l'ai dit, de Mathilde, sa fille, et de ses petits-enfants quand ils sont... elle était à Salisbury, mais ensuite elle va à Winchester pour s'occuper d'eux. Donc ce n'est pas une situation terrible pour elle, mais c'est vrai qu'elle est en résidence surveillée et qu'elle a perdu tous ses biens pendant 15 ans. Alors pourquoi la révolte? Bien sûr, ce n'est pas une question de cœur, ce n'est pas parce que Henri a pris
Rosemonde de Clifford comme maîtresse aux yeux de tous. Peut-être, bien sûr, et comme tout un chacun, elle éprouve le sentiment de jalousie. Mais il y a aussi des questions qui sont beaucoup plus collectives, en particulier la croissance de l'administration, de ce qu'on appelle une monarchie de type féodal. Comme je vous l'ai dit, les Anglais en général et Henri II, les rois anglais et Henri II en particulier, sont très à l'avance sur le plan administratif. Et Aliénor n'a pas pu souffrir que de ne plus être la maîtresse du Poitou et de la Gascogne, de l'Aquitaine. Donc elle s'est révoltée parce qu'elle perdait toutes ses prérogatives au profit des officiers de son mari. C'est la vraie raison. Après qu'il y ait bien sûr, sans doute qu'elle était jalouse d'elle. Si vous avez vu le film aussi, là c'est avec Aélise de France, c'est toute une autre histoire, on pourrait en parler. Mais peut-être, mais ce n'est pas la raison, me semble-t-il, principale. Ce n'est pas avec cela qu'elle a réussi à avoir ces 3 garçons, plus toute l'aristocratie de Midlands en Angleterre, et une partie de l'aristocratie gasconne et poitevine, contre son mari, et bretonne a fortiori. Alors, cette très belle peinture murale que mon laboratoire à Poitiers a analysée du point de vue du chromatisme, par spectrographie de masse, je crois, donc on la connaît mieux maintenant. Pour moi, l'explication la plus plausible, bien sûr, c'est Aliénor, le personnage central qui part en captivité. On sait qu'Henri II était roux, c'est le personnage barbu, elle est découronnée, et tous les deux portent, et là la datation est claire maintenant avec les nouvelles techniques, 1150 à 1200, les deux portent cet intérieur de manteau avec le vert, que l'on retrouve aussi, VAIR, que l'on retrouve aussi dans la plaque émaillée du tombeau de Geoffroy le Bel, le père d'Henri II. Aliénor, bien sûr, qui a reçu une lettre de cette femme exceptionnelle, qui est Hildegarde de Bingen, physiothérapeute avant l'heure, mystique, qui lui a écrit cette lettre pour la consoler, probablement pendant sa captivité. Ton esprit est comme un mur battu par la tempête, tu regardes autour et tu ne trouves pas de repos. Sois calme, tiens bon, appuie-toi sur Dieu et sur tes proches, et Dieu te guidera dans la tribulation. Que Dieu te bénisse et t'aide dans des souffrances. Donc, et lui apprend l'endurance. Et c'est vrai que la résilience d'Aliénor est impressionnante. Cette femme qui, pendant 15 ans, est écartée des affaires publiques, eh bien, on passe à son veuvage, 1189, elle retrouve tout le pouvoir qu'elle avait perdu. Nous avons 172 chartes qui ont été transcrites, qui vont être publiées dans quelques années à Oxford, par le professeur Nicholas Vincent de East Anglia University, et 172 chartes dont l'auteur est Aliénor ont été dressées pendant les 15 dernières années de son existence. C'est extraordinaire. 65 ans, 72 actes, 15 ans, 100 actes, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'elle fait tout. Elle fait tout parce que, d'abord, elle va chercher Bérengère à Navarre, elle l'amène jusqu'en Sicile. Elle a 65 ans. On a la description du voyage pénible où il y a eu 2 morts de fièvre tierce, du premier voyage en Sicile par des prêtres, des évêques de l'entourage d'Henri II. C'est affreux. C'est les pirates, Charybda et Scylla, c'est le détroit de Messine. Tout est horrible. Aliénor a fait ce voyage sans problème. Tout le monde l'admire, à 65 ans. Bon, donc, pour marier Bérengère à Richard. Alors, Bérengère a une destinée moins brillante que Aliénor, peut-être parce que Aliénor se retirait et lui a cédé la place, mais c'est Isabelle d'Angoulême et Jean de Santerre qui l'ont empêché d'avoir une vie de vraie reine douairière. Et puis aussi, celle qui va tenir. Quand Jean trahit Richard, qui est en Terre Sainte, puis qui est captif et qui s'entend avec cet affreux de Philippe Auguste, bien sûr pour les Français, pour les franchiments, le Français du Nord, puisqu'ils disent du mal des méridionales, disons du mal d'eux, pour eux c'est le héros de Bouvines. Mais pour nous, c'est quand même le traître absolu qui prétexte une petite maladie. Je pars de la croisade et quand je suis en France, je m'entends avec Jean Santerre pour lui prendre son domaine, pour prendre le domaine de Richard. C'est quand même
c'est la félonie, c'est l'absence de la courtoisie la plus élémentaire des féodaux. Enfin, c'est incroyable comment il a pu faire ça. Et donc, quand Richard est en captivité, Philippe Auguste et Jean donnent de l'argent à l'empereur romain germanique pour qu'il le garde le plus de temps possible. Là encore, c'est pas très sérieux, hein. Et c'est Aliénor qui trouve tout l'argent. On a les documents qui parlent du sceau d'Aliénor. Elle taxe tout le monde, l'Église y compris. L'Église, on ne la taxe pas, parce que si vous taxez l'Église, vous n'avez plus d'éducation et vous n'avez plus d'assistance. Donc c'est quand même, ça fait un peu désordre, hein. Donc Aliénor qui obtient la rançon, qui se déplace à presque 80 ans jusqu'à Spire, jusqu'en Rhénanie, pour négocier avec Henri VI, qu'il avait connu. Il avait assisté au couronnement d'Henri VI à Rome, au retour de Sicile. Enfin, tout est comme ça avec Aliénor, c'est extraordinaire. Donc, et elle réussit à faire venir Richard, et elle essaie de se retirer à Fontevraud, le monastère de ce rêve. Mais pas de chance. En 99, Richard est tué à Chalut, et elle, au lieu de jouer la carte de son petit-fils Arthur de Bretagne, joue la carte qui est soutenue par bien sûr l'affreux Philippe Auguste, qui sème de la cisanie, qui essaie de remonter les Plantagenets les uns contre les autres. Eh bien, elle joue la carte de Jean Santerre. Elle défendra même une ville, la ville de Mirebeau, au nord de Poitiers, assiégée par les troupes de son petit-fils Arthur de Bretagne. Jean Santerre, qui était très bien entouré militairement, c'est la seule bataille qu'il a remportée par Guillaume des Roches, en seigneur de Sablé. Eh bien, il réussit à parcourir la centaine de kilomètres qui séparent le Mans de Mirebeau et à surprendre en pleine nuit ou au petit matin les assiégés. Et donc, il les capture tous, grâce à sa mère qui a défendu cette place forte. Donc, et puis Jean tuera dans un cachot misérable à Rouen le pauvre Arthur qui a à peine 16 ans. Hein, donc, vous voyez. Et puis, il faut la paix. Qu'est-ce qu'elle fait? Et elle va jusqu'en Castille pour chercher, pour le mariage du fils de Philippe Auguste, Louis VIII, pour chercher Blanche. Donc tout est comme ça, hein. Et finalement, donc, Aliénor se retire. Mais ce qui est significatif, c'est qu'elle meurt, et je vais arrêter là sans conclusion, puisque j'étais trop bavard, comme toujours quand je parle d'Aliénor. Donc ce qui est surprenant, c'est que cette femme meurt le 1er avril à Poitiers, et quelques jours plus tard, Château-Gaillard, qui était le verrou de la Normandie, que Richard Cœur de Lion avait construit à grands frais dans le Vexin, dans la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie, tombe. Donc, sans alien, et Jean est allé chercher soi-disant de secours et de l'argent en Angleterre. Il n'est même pas sur le champ de bataille. Vous voyez, c'est quand même elle qui avait tout fait d'une certaine façon, mais elle l'avait fait en coulisses. Elle l'avait tenu, et sa mort coïncide aussi avec l'effondrement de l'Empire Plantagenet. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Merci à vous. Alors, il nous reste quelques minutes si vous souhaitez poser quelques questions à Martin Aurel, qui a écourté un peu sa conférence pour cela. Donc, merci à lui. Et on a été obligé un peu de... Non, mais je suis en train d'écrire un livre d'1 million de signes pour Flammarion, une grosse biographie d'Aliénor. Donc voilà, vous pourrez tout lire dans un an ou deux. Vous pourrez compléter sans problème. Alors, n'hésitez pas à lever la main. Vous parliez tout à l'heure de l'abbaye de Fontevraud. Oui. C'est véritablement elle y était très attachée, c'est là où elle est enterrée. Alors, c'est pas le seul personnage de la famille, ou en tout cas de ses proches, qui est enterré là-bas. Il y avait une véritable collection de gisants, absolument, de personnages remarquables. Alors, je pense que Aliénor est allée à Fontevraud plutôt grâce à son mari, son second mari Henri, puisque Henri a une tante qui s'appelle Mathilde, et Mathilde devait épouser justement le fils aîné d'Henri Ier, le frère aîné de l'autre Mathilde, l'impératrice Mathilde, donc Mathilde d'Anjou. Mais pas de chance, le fils aîné, Guillaume, est mort au naufrage de la Blanche Nef, en face de Honfleur,
L'équipage était tellement content d'avoir le prince héritier dans le bateau qu'ils ont fêté ça avec beaucoup de vin. Et puis, premier récif, ils se le sont payés. Donc, il y a eu très, très peu de rescapés. Donc, ça a provoqué la guerre civile dont je vous ai parlé. Et Mathilde se retrouvait sans fiancé. Elle est devenue moniale à Fontevraud. Alors, Fontevraud, comme vous le savez, est un monastère qui se trouve à un point nodal dans le diocèse de Poitiers, mais en Anjou, puisque l'Anjou mord sur le sud de la Loire, et en Touraine aussi. Donc c'est une possession du comte d'Anjou, mais historiquement dans la Touraine. Donc c'est un endroit vraiment qui est au cœur de l'Empire plantagenet, qui a été fondé par Robert d'Arbrissel, un moine breton qui était un prêtre marié, mais qui abandonne, et à l'époque où on demande aux prêtres de ne plus se marier, il part prêcher, et beaucoup de femmes délaissées par leur mari, de l'aristocratie, beaucoup de prostituées, etc., il les amène avec lui et ils font de ce monastère un monastère double où il y a des hommes séparés par un mur très haut d'un côté, les femmes de l'autre, mais les femmes, ce sont elles qui commandent. L'abbesse, et pour les hommes c'est le maximum, le nec plus ultra de l'humilité, se soumettre à une abbesse, à une femme, donc c'est elle qui fait la loi. Donc vous voyez, je pense qu'Aliénor a été attirée par ces femmes qui étaient toutes de l'aristocratie, par sa tante aussi, enfin par alliance, par Mathilde, qui avait connu le siècle, qui était assez remarquable. Donc elle a été toujours attirée par Fontevraud. Elle a voulu, bien sûr, à partir de son veuvage, s'y retirer. Elle a fait 2 tentatives, mais la première tentative, Richard meurt, et la deuxième tentative, c'est Jean qui fait n'importe quoi. Il faut qu'elle aille chercher Blanche de Castille, toutes ces choses. Donc Aliénor était très attachée à ce monastère, et effectivement, il y a une dimension politique aussi, pas seulement spirituelle, mais au Moyen-Âge, les 2 aspects sont mêlés. C'est de créer une nécropole au cœur des possessions des Plantagenets, où on vénère, donc, ou en tout cas où on veille, le corps d'Henri II, de Richard Cœur de Lion, qui est mort pas trop loin, dans le Limousin. Et puis aussi sa fille Jeanne, qui devient, elle devient moniale, et Aliénor aussi, sur son lit de mort, toutes les deux, c'est ce qu'on appelle les vœux ad succurrendum, sur le lit de mort. Donc on peut profiter de bienfaits spirituels en tant que monial d'un monastère. On est inscrit dans le nécrologe et on prie pour vous lors de votre anniversaire, et on offre des suffrages comme si vous étiez une moniale. Donc elle a été enterrée là, mais elle avait prévu son gisant. Je pense que le programme des 3 gisants en pierre de tuffeau, qui est la pierre du pays de Loire, celle qui les a prévus. Et probablement elle a fait son gisant de son vivant, puisque en tant que moniale, elle aurait dû être enterrée en habit de moniale, ce qui n'est pas le cas. En revanche, sa fille Jeanne, probablement le petit gisant, le 4e gisant en bois. J'ai une collègue historienne de l'art, très bonne spécialiste de la sculpture des pays de la Loire, Bénédicte Fillon. Et pour Bénédicte, la sculpture en bois, ce ne serait pas Isabelle d'Angoulême, comme on l'a dit très souvent, mais ce serait Jeanne, parce qu'elle est habillée en moniale, parce que c'est en bois, c'est un matériel beaucoup plus modeste, et parce qu'il y a un chroniqueur anglais Mathieu Paris, moine de Saint Albans, qui dit au XIIIe siècle que quand Henri III, fils d'Isabelle d'Angoulême, est allé à Fontevraud, il a trouvé que le tombeau de sa mère était minable, et il a demandé qu'on construise un mausolée pour elle. Donc ça cadre mal avec ces tombeaux en bois, vous voyez. Donc mais c'est elle, effectivement, qui a conçu le gisant, même le sien de son vivant. Il y a des exemples. Son gendre, Henri de Champagne, Henri le Libéral, on sait qu'à Troyes, il s'est fait construire une dizaine ou une vingtaine d'années avant sa mort son tombeau. Et puis son tombeau, les gisants rappellent ceux que Louis VII avait dans un monastère cistercien du sud de Paris, où il s'est fait enterrer aussi. Donc, je pense qu'il y est pour quelque chose. Et puis le nec plus, ce qui est très beau aussi, si vous êtes allé à l'Épau à côté du Mans, j'aime beaucoup là c'est pas une très belle image, mais le tombeau de Bérengère de Navarre, l'épouse de Richard, qui. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Voilà, non. Ah pardon. Bon, c'est un tombeau où c'est un peu comme les poupées russes, comme les jeux des miroirs ou de mise en abîme. Elle tient son propre gisant dans ses mains, vous voyez. Et on le voit. Oui, on le voit. Voilà, mais on le voit très peu. Mais c'est c'est celui-là. Non, ça c'est Fontevraud, et c'est un peu plus haut. Peu importe, c'est pas grave. Mais vous irez à Épos quand vous allez au Mans, c'est un peu à l'extérieur. C'est très bien.
Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, réactions? Ouais. Je vous remercie. Qui était la maîtresse du roi Henri II que l'on voit dans le film? Est-ce que c'est une fantaisie du film ou bien est-ce que c'est... Oui. Il appelle Alix dans le film? Absolument. Alors, Henri a eu une dizaine de fils bâtards. Il a eu, on connaît 5 ou 6 maîtresses de lui, à commencer par la mère de l'archevêque d'York, de Geoffroy. Mais celle qu'on voit dans le film, Aélis, enfin, je ne l'appelle pas Alix parce que Aélis, Alix, c'est le même nom, mais il y a tellement d'Alix qu'on confond. C'est donc, Louis VII a dû s'y prendre avec 3 femmes légitimes pour avoir enfin un héritier, Philippe Auguste. Première femme, Aliénor, qui lui donne Marie et Alix. Deuxième femme, Constance de Castille, qui a 2 héritiers, donc 2 héritières, pardon, 2 filles. L'aînée Marguerite, qui épouse Henri le Jeune. Donc là encore, c'est assez cocasse. C'est-à-dire que Aliénor a une belle-fille à double titre, puisqu'elle est la fille de son ex-mari, elle est l'épouse, la bru, donc de son fils Henri le Jeune, vous voyez. Donc ça, c'est Alix, non, ça c'est Marguerite, pardon, Marguerite de France. Et puis, 4e fille de Louis VII, par Constance, qui est morte en couche en la mettant au monde, Aélis, que vous voyez dans le film. Et effectivement, Richard est fiancé à cette fille, et Philippe Auguste lui demande tout le temps pourquoi tu ne l'épouses pas, pour un moment en désespoir des causes, parce que là, dès qu'il y a un traité de paix, il faut faire des fiançailles ou de mariage. Donc à un moment, un désespoir de cause, dit bon, si Richard ne veut pas l'épouser, on la fiance à Jean Santerre. Et effectivement, au moment où ils sont de mèche tous les deux, que Richard... non, c'est avant, je pense. Mais bon, bref, si, au moment où Richard est en captivité, Aélis est proposée à Jean. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, c'est toujours le problème, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, Aélis a eu un enfant, c'est Roger de Hobden qui le dit, d'Henri II, ce qui est une aberration pour le droit féodal aussi, puisque c'est un otage de son père, d'une certaine façon, et il doit la respecter. Et donc, c'est ce qu'on voit dans le film, Aélis de France, parce qu'Henri II, s'il réussit à divorcer d'Aliénor, il y a une tentative, et à épouser Aélis, il a des droits sur le trône de France aussi. Si Philippe Auguste meurt, c'est son héritier, et ça sera aussi la double couronne de France et d'Angleterre pour l'héritier. Donc, c'est Aélis-là qu'on voit dans le film. Finalement, il a épousé, très très âgé pour l'époque, presque quadragénaire ou à 35 ans par là, et elle a épousé un comte de Ponthieu, ce qui était aussi un coup pour Philippe Auguste. Enfin, c'était bien joué pour Philippe Auguste, parce que Ponthieu, c'est la frontière avec la Normandie, avec le comté d'Eu, où il y a des Lusignans, des Poitevins qui sont devenus les comtés d'Eu, mais qui sont fidèles à l'époque aux Anglais. Donc vous voyez, c'est une femme qui a une destinée terrible, qui est restée otage des Plantagenets pendant une vingtaine d'années. Probablement, est-ce qu'elle était consentante ou pas, on n'en sait rien. Est-ce que c'était un enfant qu'elle voulait? Probablement, elle a eu un fils d'Henri II. Donc tout cela, on le voit aussi un peu dans le film, et c'est pas tout à fait inexact. Autant pour le double, l'inceste du deuxième type, je n'y crois pas trop parce que les sources ne sont pas fiables. Autant pour le fils d'Henri II et Aélis de France, Alix, c'est possible. Voilà. Autre question, réaction de la salle? Non? Bon, mais en tout cas, merci beaucoup à Martin Aurel. Merci à vous.